cette chaîne que j'attendais le plus de tourner. On va parler de Maître Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, ce type est probablement fou, mais son nom est hyper relaxant. De Ligonnès, Xavier Dupont de Ligonnès, 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 Mais avant de commencer cette vidéo, surtout, avant de commencer évidemment, je le dirai jamais assez, mais n'hésite pas à liker cette vidéo d'avance juste pour me soutenir, parce qu'il y a un gros projet qui arrive prochainement et j'espère vraiment de tout cœur que vous allez me soutenir et me donner de la force dans ce projet. J'espère vraiment, Inch'Allah. Donc n'hésite pas à liker si tu veux me soutenir, tu veux me donner de la force. N'hésite pas à commenter aussi, ça donne beaucoup de force et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc n'hésite pas à commenter aussi. Et n'hésite pas à t'abonner aussi si cette chaîne t'intéresse, mais c'est pas obligatoire. Voilà, enfin rien n'est obligatoire, mais bon, voilà, vous m'avez compris. On va commencer sans plus tarder pour le cas. Donc commençons par le commencement. En avril 2011, dans une rue tranquille de Nantes à l'ouest de la France, une maison semble figée dans le temps. Ses volets sont clos, les courriers s'accumulent, les voisins s'interrogent. Personne ne le sait encore, mais derrière les murs du 55 boulevard Schumann se cache l'une des affaires criminelles les plus troublantes du XXIe siècle en Europe. 5 corps, un père disparu, une cavale devenue légendaire. Cette affaire porte un nom, Xavier Dupont de Ligonnès, 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 Xavier Dupont de Ligonnès, de Ligonnès, de Ligonnès, de Ligonnès, de Ligonnès. Avant le drame, il y a une image, celle d'une famille catholique, bourgeoise, bien intégrée, une famille nombreuse. La mère Agnès Dupont de Ligonnès, les enfants Arthur Dupont de Ligonnès, Thomas Dupont de Ligonnès, Anne Dupont de Ligonnès et Benoît Dupont de Ligonnès. Et le père Xavier, issu d'une vieille famille aristocratique, Xavier cultive l'image d'un homme cultivé, spirituel et visionnaire. Il parle de projets internationaux, de business aux États-Unis, de réseaux d'influence. Mais derrière la façade, la réalité est bien différente. Les entreprises échouent, les dettes s'accumulent, le train de vie ne correspond plus aux revenus. Des proches décriront un homme charmeur, convaincant, mais insaisissable. En mars 2011, Xavier retire ses enfants de leurs établissements scolaires. Il explique que la famille doit partir précipitamment pour les États-Unis. La raison, une mission secrète liée à la DEA, un programme de protection des témoins. L'histoire semble tirée d'un roman d'espionnage. Les voisins reçoivent une lettre expliquant le départ soudain. Le propriétaire de la maison reçoit un préavis de résiliation. Tout semble organisé, calculé. Mais en réalité, sous la terrasse, une fosse est en train d'être creusée. Le 21 avril 2011, après plusieurs signalements, la police nationale pénètre dans la maison. Très vite, l'odeur interpelle. Sous la terrasse, dans des sacs et des couvertures, les corps sont retrouvés, enterrés méthodiquement, alignés. Chaque victime a reçu plusieurs balles de carabine, 22 longs
appartenant au père. Les autopsies révèlent également la présence de somnifères. Rien ne semble improvisé. Ce qui sidère les enquêteurs, c'est la chronologie. Xavier a quitté Nantes depuis plusieurs jours. Plusieurs jours avant la découverte, les caméras de péage et d'hôtel tracent un itinéraire précis, direction le sud. Il est vu dans le département du Var, puis dans la petite commune de Roquebrune-sur-Argent. Le 15 avril 2011, il est filmé quittant l'hôtel. Il marche calmement, sac à dos sur l'épaule. C'est la dernière image officielle de lui. Après cela, plus rien du tout, 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 du tout. Une question nous vient. Pourquoi Xavier, pourquoi? La thèse principale est l'effondrement financier. Des dizaines de milliers d'euros de dettes, des mensonges accumulés pendant des années, une réputation impossible à sauver. Pour certains enquêteurs, Xavier aurait choisi une solution radicale, supprimer sa famille pour éviter la honte. Mais cette théorie laisse des zones d'ombre. Pourquoi une exécution aussi méthodique? Pourquoi enterrer les corps avec autant de soin? Pourquoi envoyer des lettres? S'agit-il d'un crime familial classique ou d'un scénario construit? Au fil des années, les hypothèses se multiplient. Première hypothèse, le suicide dans le massif des morts. Certains pensent qu'il s'est donné la mort dans une zone boisée du sud de la France. Malgré les recherches, aucun corps. Deuxième hypothèse, la fuite à l'étranger. Des signalements émergent en Italie, aux États-Unis, en Amérique latine. Troisième hypothèse, l'aide d'un réseau religieux. La famille étant très catholique, certains imaginent un soutien clandestin. Quatrième hypothèse, le complot. Une minorité avance l'idée d'une machination plus vaste, mais aucune piste n'aboutit. En octobre 2019, un homme a pourtant été arrêté à l'aéroport de Glasgow, en Scotland. Les autorités pensent tenir Xavier. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Les médias s'emballent, notamment le Figaro. Mais quelques heures plus tard, erreur d'identité. L'homme arrêté n'est pas Xavier. L'espoir retombe brutalement. L'affaire devient un phénomène culturel. Podcast, documentaire, enquêtes indépendantes. Interpol maintient une notice rouge. Chaque nouveau témoignage relance la machine médiatique. Mais pourquoi cette affaire fascine-t-elle autant? Parce qu'elle touche à la cellule familiale, parce qu'elle mêle religion, mensonge, faillite, disparition, parce que le principal suspect s'est volatilisé. Pour son profil psychologique, les experts décrivent une personnalité narcissique, une tendance au mensonge chronique, une peur extrême de l'échec, mais aussi un homme calme, méthodique, organisé. Le crime ne semble pas impulsif, il ressemble à un plan. 15 ans plus tard, une question demeure. Est-il mort? Est-il mort? Est-il mort? Où vit-il sous une autre identité? Où vit-il sous une autre identité? Certains spécialistes estiment qu'une disparition aussi propre, sans trace financière ni administrative, est presque impossible sans aide. D'autres rappellent qu'un homme déterminé peut survivre dans l'ombre. Il y a dans cette affaire un élément plus glaçant que les crimes eux-mêmes. Le vide, pas de corps du suspect, pas de lettre d'aveu, pas de preuve finale, juste une
l'échec, l'image sociale, la double vie. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse définitive, l'histoire continuera, 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 continuera. L'histoire continuera. Donc, pour compléter un peu ce préambule, on va aller plus profondément dans l'affaire et on va s'intéresser vraiment aux détails. Donc c'est parti. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès concerne un quintuple meurtre non élucidé survenu en 2011 à Nantes, en France, et la disparition du principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès. Les corps de 5 membres de la famille, l'épouse Xavier, Agnès et leurs 4 enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ont été retrouvés le 21 avril enterrés sous la terrasse de leur maison nantaise, après avoir été assassinés probablement le 4 ou le 5 avril. L'enquête a pu retracer le parcours du suspect des assassinats, Xavier Dupont de Ligonnès, jusqu'à Roquebrune-sur-Argent dans le Var. Le 15 avril 2011, il reste introuvable depuis cette date. Les circonstances des meurtres et de la disparition du père de famille, qui ont fait l'objet de toutes sortes d'hypothèses et continuent d'alimenter régulièrement l'attention médiatique nationale, en ont fait l'une des plus mystérieuses affaires judiciaires françaises. En 2011, Xavier Dupont de Ligonnès et sa famille résident comme locataires d'une maison au 55 boulevard Robert Schuman, dans le nord-ouest de la ville de Nantes. La famille Dupont de Ligonnès, appartenant à la vieille noblesse française, est originaire de la région d'Annonay, dans le Vivarais, et s'est ensuite transplantée à Chanac, en Gévaudan. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès est né le 9 janvier 1961 à Versailles, fils de Bernard Hubert Marie Dupont de Ligonnès, ingénieur de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique, et de Geneviève Maître, née en 1930 à Versailles. Le père de Xavier, Bernard Hubert, playboy et baroudeur, quitte le foyer familial alors que Xavier est âgé d'une dizaine d'années. L'enfant grandit avec ses 2 sœurs dans un appartement rue du Maréchal Foch à Versailles et étudie au lycée privé Saint-Exupéry. Sa mère Geneviève fonde en 1960 le groupe de prière Philadelphie ou Le Jardin, un mouvement à caractère sectaire fondé sur l'Apocalypse, implanté entre Versailles et le nord de la Bretagne, qui est par la suite dirigé par Christine, la sœur de Xavier, et fait l'objet en novembre 2019 d'une enquête préliminaire par le parquet de Versailles pour abus de faiblesse en état de suggestion psychologique visant un mouvement d'inspiration catholique, traditionnaliste et radical et apocalyptique. Les activités professionnelles de Xavier Dupont de Ligonnès sont très floues, mais il est défini comme commercial selon une source proche de l'enquête. Il a créé plusieurs petites structures au succès limité. La Rêve, société à l'activité discrète et mal définie basée à Pornic, dont il était gérant salarié. Les comptes de la société pour l'année 2006, accessibles via un site d'information commerciale, montraient un bilan réduit à sa simple expression, et le dernier dépôt d'information au greffe du tribunal de commerce remontant au 24 février 2006
commerciaux, même adresse que celle rêve, un guide d'hôtel et de restaurant pour VRP. Carte Cristal, un projet de système de fidélisation de clientèle pour les restaurants. Une fédération française des commerciaux qui avait pour but de centraliser les informations nécessaires aux professionnels de la formation commerciale, quel que soit leur statut. Xavier Dupont de Ligonnès est considéré par la justice comme le principal témoin et suspect principal dans l'assassinat de son épouse et de ses 4 enfants, après la découverte des corps enterrés dans le jardin de la maison familiale. La police s'est mise à sa recherche, mais il reste introuvable. Il est resté introuvable. D'après le procureur, s'appuyant sur des témoignages de la famille, il aurait déclaré par lettre, afin de justifier son absence et celle de sa famille, qu'il était en quelque sorte un agent secret pour le compte des États-Unis et devait y retourner dans le cadre d'un programme de protection des témoins pour assister à un procès contre la drogue. Son épouse, Agnès Alice Odette Audanger, est née le 9 novembre 1962 à Neuilly-sur-Seine au sein d'une bonne famille d'avocats et d'architectes et descend par sa mère d'un médecin égyptien venu s'installer à Noyers-sur-Serein dans les années 1900. Elle grandit à Versailles où elle rencontre son futur mari au début des années 80 avant de l'épouser en 1991. Elle est adjointe à la vie scolaire au sein de l'ensemble scolaire catholique Blanche de Castille de Nantes, où elle enseigne également le catéchisme. Agnès est décrite par les paroissiens comme une femme très pieuse, se rendant régulièrement à la messe en compagnie de ses enfants et autoritaire avec eux. En 2004, 7 ans avant le drame, elle s'était confiée longuement sur le forum Doctissimo, témoignant des difficultés que connaissent le couple et la famille. S'était confiée longuement sur le forum Doctissimo, témoignant des difficultés que connaissent le couple et la famille. Agnès Audanger avait 48 ans lors de sa mort. Elle a été tuée de 2 balles dans la tête. Arthur Nicolas Marie Dupont de Ligonnès est né le 7 juillet 1990 à Versailles, d'un autre père mais reconnu par Xavier Dupont de Ligonnès lors de son mariage avec Agnès 2 ans après sa naissance. Il obtient son baccalauréat à sciences et technologies industrielles à 20 ans. Étudiant en BTS génie informatique à l'établissement privé Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Arthur est aussi employé de restauration dans une pizzeria de Nantes. Arthur avait 20 ans à sa mort. Il est mort de 2 balles dans la tête. Thomas Bernard Marie Dupont de Ligonnès est né le 28 août 1992 à Draguignan. Il obtient un baccalauréat littéraire à 16 ans. Passionné de musique, il était étudiant en musicologie à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers et vivait au foyer Saint-Aubin où il est décrit comme un garçon sans histoire, souvent accompagné de sa famille, qui venait le déposer ou le rechercher, alors que plusieurs de ses camarades se souviennent d'un garçon très discret. Thomas avait 18 ans le jour de sa mort. Il a été tué de 2 balles dans la tête et d'1 balle dans le thorax. Anne-Geneviève Marie Dupont de Ligonnès est née le 2 août 1994 à Draguignan. Scolarisée en première scientifique au lycée privé de la Perverie Sacré-Cœur de Nantes, elle est décrite par ses amis et proches comme une jeune fille qui suivait l'exemple de sa mère, croyante, ouverte aux autres et attentionnée. Ses absences répétées sur Internet et les appels de téléphone de ses amis laissés sans réponse avaient inquiété ces derniers. Anne avait 16 ans le jour de sa mort. Elle a été tuée de 2 balles dans la tête. Benoît-Marie Dupont de Ligonnès est né le 29 mai 1997 à Nantes, scolarisé au collège privé de la Perverie Sacré-Cœur. Il est le dernier enfant de la
il a reçu 3 balles dans la tête et 2 balles dans le thorax. Parlons des amis de Xavier. Le premier étant Michel Rétif. Michel Roger René Rétif est né le 14 octobre 1964 dans le 14e arrondissement de Paris. Lui aussi commercial est un proche ami de Xavier depuis les années 80. En 90, ils font ensemble un voyage de 18 mois aux États-Unis, visitant 48 États. Ils auraient formé un trio amoureux avec la femme de Xavier pendant quelques mois dans les années 2000. Le 14 avril 2011, veille de la disparition de son ami, Michel Rétif se trouvait à 10 km de Roquebrune-sur-Argens, où Xavier Dupont de Ligonnès a été localisé pour la dernière fois. Atteint d'un cancer et se sachant condamné par la maladie, Michel Rétif se suicide le 2 mars 2018 à Lunel-Viel, dans l'Hérault. Le deuxième étant Emmanuel Teneur. Emmanuel Hugues Pierre Teneur, né le 13 mars 1960 à Malo-les-Bains, est devenu un des meilleurs amis de Xavier depuis les années 80. Homosexuel, il aurait été amoureux de Xavier. Son addiction à l'alcool lui cause une cirrhose du foie. Durant son hospitalisation pour soigner cette pathologie, Emmanuel Teneur est victime de crises de délirium tremens, un puissant trouble neurologique lié à son sevrage alcoolique. Il meurt d'une crise cardiaque consécutive à une embolie pulmonaire le 18 janvier 2020 à Montpellier. Un an avant les meurtres, Xavier Dupont de Ligonnès, qui a multiplié les échecs professionnels, se voit rattrapé par les dettes, envoie à 2 amis un courrier dans lequel il écrit « Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Post-scriptum, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. Je serai donc fin août, début septembre au pied du mur avec une décision définitive à prendre, suicide seul ou suicide collectif. » Poursuit-il, accompagnant son message d'une pièce jointe intitulée « Disposition doc » ressemblant à un testament. En mars 2011, Xavier Dupont de Ligonnès achète un silencieux et des cartouches de carabine le 12 mars 2011 dans une armurerie de Nantes. Il était inscrit au stand national de tir Charles Desjamonières à la Jonelière, au nord de Nantes, où il est allé à 4 séances entre le 26 mars et le 1er avril. Il avait obtenu sa licence le 2 février 2011. Ses enfants, Thomas et Benoît, avaient commencé l'initiation. Arthur aurait dû également y aller. Un ticket de caisse d'un magasin de bricolage à Saint-Maur dans l'Indre est retrouvé au domicile de la famille, daté d'un mercredi de la fin mars, le 23 ou le 30, et sur lequel figurent plusieurs achats dont un rouleau de sacs poubelles de grande taille ainsi qu'un paquet de dalles plastiques adhésives pour le sol. En avril 2011, du 1er au 3 avril, les dernières apparitions de la famille. Le 1er avril, le fils aîné Arthur quitte Saint-Laurent-sur-Sèvre où il est étudiant et ne rejoint pas le soir même la pizzeria de Nantes où il travaillait et où il devait recevoir son salaire, ce qui intrigue l'employeur du jeune homme qui affirme qu'il venait pourtant toujours chercher sa paye du mois. Xavier Dupont de Ligonnès achète du ciment ainsi qu'une brèche et une houe. Le 2 avril, Xavier achète 4 sacs de choux de 10 kg chacun dans différents magasins de la région nantaise. Le 3 avril, un voisin, Fabrice, voit pour la dernière fois Agnès, puis peu après Xavier, mettant des gros sacs dans la voiture, une Citroën C5. Le couple et 3 des enfants vont au cinéma et dînent dans un restaurant nantais. 22h37, Xavier laisse le message suivant sur les répondeurs de sa sœur Christine. On était au cinoche en famille et au restaurant ensuite. Dimanche soir et on rentre juste.
Ah, donc, je croyais qu'il venait d'arriver. Alors j'étais un peu surpris. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me rebipes. Ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là, je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Avant la disparition, pour expliquer la disparition de la famille, le bail de la maison a été résilié. Tous les comptes bancaires ont été clos. L'école des enfants a reçu un solde de tout compte. L'employeur d'Agnès a été informé qu'elle souffrait d'une gastro-entérite, puis qu'elle s'en allait en Australie. La boîte aux lettres a été démontée et à la place a été laissé un message imprimé sur feuille A4 indiquant courrier à retourner à leur expéditeur, merci. La maison a été partiellement vidée. Le lundi 4 avril 2011, Anne et Benoît sont absents du collège de la Berverie Sacré-Cœur pour cause de maladie. Les élèves proches d'Anne et Benoît s'inquiètent de ne pouvoir les joindre. Ils évoquent la rumeur d'un départ en Australie où le père aurait été muté et trouvent suspect qu'il n'ait pas été prévenu par leurs camarades de ce départ. Ils ont tenté de contacter Benoît et Anne sur internet et par SMS. La sœur de Xavier, Christine de Ligonnès, passe entre 20 et 30 minutes au téléphone avec lui. Selon elle, tout avait l'air normal. Le soir, Xavier dîne en tête-à-tête avec son fils Thomas dans un restaurant gastronomique de la périphérie d'Angers, le Cavier, la Croix-Cadeau, à Avrier. Les deux serveurs se souviennent que le jeune homme de 18 ans ne se sentait pas très bien vers la fin du repas et que le dîner était des plus silencieux. Le 5 avril, un huissier de justice chargé de recouvrer une dette de 20 000 € se rend à la maison familiale mais trouve porte close. Selon les enquêteurs, Xavier Dupont de Ligonnès aurait assassiné son épouse Agnès et 3 de ses enfants dans la nuit du 3 au 4 avril, puis son fils Thomas dans la soirée du 5 avril. Du 5 au 7 avril, des témoins du voisinage sèment le doute sur la date supposée du décès d'Agnès de Ligonnès. Elle aurait été aperçue devant son domicile le 5 avril vers 12h15 ou 12h30, puis le 7 avril. Le procureur de Nantes a déclaré que la date exacte des décès ne pouvait être déterminée au jour près par les légistes. Ainsi, un salarié du salon de coiffure voisin du domicile familial affirme sur RTL avoir vu Agnès Dupont de Ligonnès le mardi 5 avril. Je venais chercher mon salaire, c'était un mardi, c'était le 5. J'en avais besoin, je l'ai vu sur le trottoir avec son téléphone vers 12h15, 12h30, déclare cette femme. Un ami de Thomas, étudiant en musicologie comme lui, affirme que Thomas a passé l'après-midi du mardi 5 avril en sa compagnie, dans son domicile d'Angers, où ils ont fait de la musique et regardé la télévision. Il s'apprêtait à passer la nuit chez son ami quand Xavier aurait appelé son fils pour qu'il rentre à Nantes au chevet d'Agnès, sa mère qui aurait eu un accident de vélo. Thomas dîne rapidement chez son ami, puis prend le train vers 22h30. Le lendemain, son ami cherche à avoir des nouvelles, mais se voit répondre de courts SMS comme « je rentre pas, je suis malade » ou encore « malade à crever, je ne vais pas en cours ». 2 jours après le départ de Thomas, son ami reçoit un dernier SMS. « Je n'ai plus de batterie, mon père va me chercher un nouveau chargeur ». Pauline, une ex-petite amie et camarade de classe de Thomas, se souvient d'un garçon blagueur, souriant et joyeux. Elle décrit son ex-compagnon comme quelqu'un de très gentil, toujours à l'écoute, très proche de ses frères, de sa sœur, de sa mère et de son père. Passionné de musique et de cinéma. De plus, elle déclare qu'elle lui a parlé sur Facebook le mardi 5 avril lorsqu'il se trouvait chez son ami et qu'il lui a paru bizarre sur la manière d'écrire lorsqu'il lui a confié que sa mère avait eu un accident de vélo selon son père et qu'il devait rentrer chez lui le soir même. De même, la veille de cette journée, le lundi 4 avril, elle avait aperçu Thomas
seul, tout comme le mardi 5, où le jeune homme lui a dit qu'il allait sécher les cours du mercredi pour venir faire une répétition à laquelle il n'était pas venu, ce qui ne lui ressemblait pas. La petite amie d'Arthur, inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de son compagnon, vient le mercredi 6 avril frapper à la porte de la maison familiale des Dupont de Ligonnès, où une lumière éclairait encore le premier étage. Mais les deux labradors de la famille n'aboyaient pas à ce moment-là. Cette même semaine, des voisins entendent les chiens de la famille hurler 2 nuits durant, puis plus rien. Le 7 avril, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été vu faisant plusieurs allers-retours en transportant de gros sacs et cabas à sa voiture Citroën C5. Une voisine affirme avoir également parlé à Agnès ce jour-là. Le 7 avril, j'ai vu Agnès promener son chien. On a parlé un peu, puis j'ai écourté car j'avais un rendez-vous impératif. Les journaux disent qu'elle est morte d'après les autopsies le 4 avril, et moi j'étais quasiment persuadée de l'avoir vue le jeudi 7, au soir, parce que je sais que je n'avais pas beaucoup de temps pour parler avec elle, parce que le jeudi soir je récupère mon fils chez la nourrice, avait déclaré sur RTL cette voisine proche. Le reportage d'Anne-Sophie Martin, diffusé sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial le 24 octobre 2013, montre que plus de 2 ans plus tard, cette voisine est toujours persuadée d'avoir vu Agnès. Le reportage présente un autre témoignage, une commerçante et amie d'Agnès qui affirme l'avoir vue dans son commerce le jeudi 7 ou le vendredi 8 avril. Xavier communique sur le forum catholique, site catholique.org. D'après le procureur de la République, il s'est connecté pour la dernière fois le 8 avril à partir de l'adresse IP du domicile nantais de la famille. Il envoie un courriel à son beau-frère, époux de Christine. Tout va bien Bertram, tu auras bientôt des nouvelles plus longues par Christine. A plus, amicalement Xavier. Le 11 avril, le collège de la Perverie reçoit une lettre signée de la main de Xavier, indiquant qu'Anne et Benoît quittent l'établissement et partent en Australie, du fait d'une mutation professionnelle urgente. Établissement catholique Blanche de Castille reçoit une lettre de démission signée de la main d'Agnès, évoquant également cette mutation. Le directeur ne parvient pas à la joindre par téléphone. Une lettre dactylographiée non signée datée du 11 avril est destinée à ses proches et révélée par la presse le 5 mai. Dans cette lettre, Xavier explique qu'après qu'il a travaillé en secret pour la DEA, l'ensemble de la famille a dû être exfiltré vers les États-Unis dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins et que personne ne pourra les joindre durant plusieurs années. Il explique que toute la famille sera contrainte de vivre sous une fausse identité, financée par le gouvernement des États-Unis, et résidera dans un endroit où il fait chaud la plupart du temps et où il y a de la bonne musique. Il recommande même à ses proches de faire circuler sur les réseaux la nouvelle de sa prétendue mutation en Australie. Xavier passe la nuit du 11 au 12 avril à l'hôtel première classe de Blagnac, près de Toulouse, règle par carte bancaire puis repart avec sa Citroën C5. Du 12 au 14 avril, Xavier Dupont de Ligonnès passe la nuit du 12 au 13 avril à l'auberge de Cassagne sur la commune du Pontet, sous la fausse identité de Monsieur Xavier Laurent. Il paye 214 € par carte bancaire. Le 13 avril, une couturière dont la boutique est située près de la maison voisine des Dupont de Ligonnès appelle la police, inquiète de voir les volets clos depuis plus d'une semaine, alors que la voiture d'Agnès est garée dans la rue. Les policiers font appel à un serrurier et constatent que la maison a partiellement été vidée et nettoyée. Le 14 avril, Xavier retire 30 € à un distributeur automatique à Roquebrune-sur-Argent. Le
soir, il dort dans l'hôtel Formule 1 de cette commune, où il est enregistré par une caméra de vidéosurveillance. Le lendemain, le 15 avril, Xavier quitte l'hôtel et abandonne son véhicule à une trentaine de kilomètres de Roquebrune-sur-Argent. Colette de Rome disparaît de sa villa de l'Orgue de façon mystérieuse, sans prendre son véhicule ni ses clés. Son corps est retrouvé quelques temps plus tard, dans les années 90. Les époux Dupont de Ligonnès ont habité à l'Orgue, près de Draguignan, où sont nés deux de leurs enfants. Un rapprochement a été proposé entre ces deux faits divers, mais la justice n'évoque qu'une coïncidence. Elle a en effet été étranglée par sa belle-sœur pour un différend financier. La trace de Xavier Dupont de Ligonnès se perd à partir de cette date. La dernière image de lui montre sur une caméra de vidéosurveillance à 16h10, en train de quitter à pied le parking de l'hôtel F1 dans lequel il a passé la nuit après y avoir laissé sa voiture. L'enquête, qui dure depuis 2011, a donné lieu à plus de 900 signalements et à des recherches qui se sont toutes révélées de fausses pistes. En 2023, toutes les pistes restent ouvertes et la police judiciaire de Nantes continuera de l'enquête tant qu'aucun nouvel élément ne sera apporté. Xavier Dupont de Ligonnès reste sous le coup d'une notice bleue. L'affaire continue de susciter l'intérêt du public, même à l'étranger. Une enquête est ouverte le 19 avril pour disparition inquiétante. 2 jours plus tard, le 21, un avis de recherche est lancé pour toute la famille. Mais dans la journée, les enquêteurs découvrent sous la terrasse de la maison les restes humains de la mère et de ses 4 enfants. En tenue de nuit, les corps enveloppés de draps, placés dans des sacs de jute et recouverts de chaux vive pour en accélérer la décomposition et atténuer les odeurs de putréfaction cadavérique. Les 2 chiens de la famille, des labradors, ont été aussi abattus et enterrés. Dans la nuit du 21 au 22, la Citroën C5 bleu métallisé immatriculée 235 CJG 44 est repérée sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent par des gendarmes équipés d'un logiciel de lecture automatique des plaques d'immatriculation relié au fichier des véhicules recherchés. Un véhicule Pontiac également recherché reste introuvable. Les enquêteurs se tournent aussi vers la piste d'un monastère. Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu s'y retirer, lieu qui garantit la discrétion et qui apparaît comme idéal pour un fugitif. 22 avril. D'après les autopsies, après avoir été droguées avec un somnifère, les victimes auraient été abattues à bout portant pendant leur sommeil, avec une carabine 22 long rifle. Xavier Dupont de Ligonnès possède une arme de ce calibre, héritée de son père 3 mois avant le drame. Le 22 avril, soit le jour même des autopsies, le procureur de la République de Nantes indique qu'il va donner l'ordre de délivrer les permis d'inhumer dans les jours qui suivent. Cette décision, jugée rapide par les proches des victimes, et le fait que la famille a été dissuadée de reconnaître les corps avant l'incinération, renforce la famille de Xavier dans sa conviction que les corps exhumés ne sont pas ceux d'Agnès et des enfants. Une notice bleue est délivrée à l'encontre de Xavier Dupont de Ligonnès pour qu'il soit entendu à titre de témoin dans le cadre d'une information judiciaire contre X pour assassinat. Le 28 avril, les obsèques de la famille sont célébrées à 14h30 dans l'église Saint-Félix de Nantes. La famille de Ligonnès fréquentait régulièrement cette paroisse, où le plus jeune Benoît était enfant de chœur. 1400 personnes sont présentes à la célébration, dont le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. La famille demande une célébration sobre, sans fleurs ni couronne. Un important dispositif de sécurité est mis en place. Puis les corps y sont incinérés.
opérations ont eu lieu le 30 avril à 10h30 à Noyers-sur-Serein dans l'Yonne, berceau de la famille d'Agnès. Le 29 avril, une battue est organisée dans le Var. Le 10 mai, Xavier Dupont de Ligonnès est officiellement recherché à titre de témoin et fait l'objet initialement d'une notice bleue d'Interpol, diffusée à l'international mais rendue non publique. Depuis, aucun média n'a confirmé textuellement la note de notice rouge à son sujet. Il ne fait pas l'objet d'une quelconque notice Europol. Le 23 juin, une dizaine de spéléologues du Spéléosecours du Var fouillent une quarantaine de cavités naturelles à partir du rocher de Roquebrune-sur-Argent, à 15 km à la ronde. Avant sa disparition, Xavier Dupont de Ligonnès a cherché à reprendre contact avec plusieurs de ses anciennes amies. La police judiciaire de Nantes, sous l'instruction du juge Robert Chalian, a recherché pendant près de 2 ans une femme de nationalité allemande, Claudia, que Dupont de Ligonnès a failli épouser au début des années 80 et avec qui il avait gardé contact. Il parle notamment 1 an avant le crime d'en finir dans une lettre envoyée à l'une de ses maîtresses, Catherine. 27 février 2013, la police allemande a prévu de lancer un appel à témoins dans l'émission de télévision. Je vais pas réussir à le dire celui-là. Pour trouver Claudia, appel à témoins abandonné lorsque la partie civile, la sœur et le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès ont fait remarquer que le dossier d'instruction contenait ses coordonnées mail. Elle est entendue par les enquêteurs le 16 avril 2013, mais son témoignage n'a rien apporté au dossier, selon la procureure de la République, Brigitte Lamy. En 1990, Xavier Dupont de Ligonnès séjourne 18 mois aux États-Unis en faisant un périple en voiture avec son ami Michel Rétif tout le long de la route 66. En 1998, il repart outre-Atlantique pendant 6 mois, seul pour évaluer la faisabilité d'une création d'entreprise et d'un déménagement familial. En 2002, il emmène son épouse et ses enfants en Amérique du Nord. Ils voyagent pendant 9 mois avec un camping-car. Leur pérégrination s'achève à Miami, en Floride. Sur place, avec l'aide d'un ami, il crée une entreprise reprenant le même concept que la route des commerciaux. Xavier Dupont de Ligonnès crée ainsi NetSurf Concept LLC, société enregistrée le 20 février 2003 au registre des commerces de Floride. À cette occasion, il se fait conseiller par Gérard Corona, expatrié français dirigeant de l'entreprise Stratégie Netcom fondée en 1998. Ce dernier s'est spécialisé dans l'aide des étrangers dans leurs démarches administratives et légales sur le sol américain. Il propose également à ses clients d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger et d'obtenir des cartes de paiement anonymes leur permettant de retirer de l'argent dans le monde entier sans laisser de traces. Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu utiliser ces services pour disparaître. Dans un livre publié en février 2026, Gilles Gallo, un ancien enquêteur qui a participé à la traque du fugitif en 2011, défend la thèse d'une fuite du fugitif aux États-Unis avec de faux papiers obtenus auprès d'anciennes connaissances de la Seine-sur-Mer par un vol saisonnier Nice-New York de la compagnie Delta Airlines. Le 9 avril 2013, une mission de repérage est effectuée afin de retrouver le corps de Xavier Dupont de Ligonnès, préfigurant des recherches plus importantes. Les enquêteurs, assistés de spéléologues, fouillent les anciennes mines de plomb du Pic Martin, au Canet des Morts. C'est à cet endroit que les corps des victimes de la tuerie d'Oriol furent découverts.
recherche prévue mobilisant une cinquantaine de gendarmes et de pompiers du CRIMP ne retrouve aucun corps. La procureure Brigitte Lamy ne remet pas en cause le statut de suspect de Xavier Dupont de Ligonnès et penche pour la thèse du suicide. Elle indique que quand le corps sera retrouvé et sans autre suspect, l'enquête débouchera sur un non-lieu. En juin 2013, un corps est retrouvé à une vingtaine de kilomètres du lieu où a été vu Xavier Dupont de Ligonnès pour la dernière fois. Une autopsie est réalisée, les enquêteurs n'excluant pas qu'il s'agisse de son corps. À ce jour, il ne s'agit pas du corps de Xavier Dupont de Ligonnès, a affirmé le procureur de Draguignan, Daniel Drouy-Ayral, sans toutefois donner plus de détails pour justifier cette affirmation. En 2019, l'ancien directeur interrégional ouest de la police judiciaire, Jean-Paul Dansorer, se dit convaincu que Xavier Dupont de Ligonnès a mis fin à ses jours. Il décrit un personnage aux abois et acculé face à une situation financière et patrimoniale intenable, empruntant de l'argent à ses proches, à ses maîtresses et puisant dans l'héritage de son épouse. L'ancien policier met en lumière les fonds nécessaires pour financer un changement d'identité, une chirurgie plastique et une vie quotidienne coupée de son entourage. Néanmoins, des proches et des journalistes n'accordent pas de crédit à cette thèse du suicide, et la préparation méticuleuse de sa fuite par Xavier Dupont de Ligonnès en est une raison. Durant la soirée du 28 avril 2015, des ossements sont découverts par un promeneur dans la forêt de Bagnols près de Fréjus, proche du lieu où Xavier Dupont de Ligonnès avait été aperçu pour la dernière fois. La police fait alors le rapprochement avec la disparition du suspect et procède à des analyses sur ce qui semble rester d'un camp de survie, où sont également retrouvés quelques objets tels qu'un portefeuille vide, un briquet, des lunettes, un sac de couchage, un magazine ainsi qu'une facture datant de 2011. Une broche médicale aurait également été retrouvée dans l'avant-bras de l'inconnu. Toutefois, à la connaissance des policiers, Xavier Dupont de Ligonnès ne portait pas de broche à l'avant-bras, bien qu'il ne soit pas impossible qu'il se soit fait opérer après sa disparition. De plus, il semblerait que le magazine retrouvé dans le camp daterait plutôt de l'année 2010. Or, les événements qui ont précédé la fuite de Xavier Dupont de Ligonnès datent, eux, de 2011. Le 1er mai 2015, le site internet RPL rapporte que l'ADN prélevé sur les effets personnels du cadavre, découvert le 28 avril au soir à Bagnols-en-Forêt, dans le Var, n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès, mais celui d'un autre homme, inconnu pour l'instant. Une journaliste nantaise reçoit mi-juillet 2015 un courrier contenant une photo représentant Arthur et Benoît, l'aîné et le benjamin. Assis devant une table de cuisine, au verso de la photo est écrit « Je suis encore vivant » et la formule quelque peu bancale et énigmatique inscrite en minuscules « De là jusqu'à 7 heures », suivie de la signature de Xavier Dupont de Ligonnès. L'identité de l'expéditeur reste incertaine. Le 9 janvier 2018, jour de l'anniversaire du fugitif, le quotidien Ouest France annonce vers 9h qu'une intervention de la police judiciaire a lieu au monastère Saint-Désert de Roquebrune-sur-Argent. Une vingtaine d'enquêteurs interviennent dans cet édifice religieux où 2 témoins affirment avoir reconnu le suspect, le père de famille, lors d'une messe. Ce monastère n'avait jamais fait l'objet d'une fouille de la part des policiers. Des policiers de la PJ de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, relèvent les empreintes sans succès. Les témoins avaient confondu Xavier Dupont de Ligonnès et le prieur de la communauté. Le 11 octobre 2019, à 20h44, le Parisien annonce avec un bandeau exclusif que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté.
à l'aéroport international de Glasgow. Le journal indique plus tard avoir croisé l'information auprès de 5 sources distinctes proches du dossier et fiables, certaines s'étant fait authentifier l'identification par la police écossaise. Mais rapidement, l'information réelle est qu'un homme soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. La police française appelle à la plus grande prudence concernant l'identification du suspect. La police écossaise indique à 23h qu'un homme a été arrêté et que son identification est en cours. Il s'agit d'une dénonciation anonyme, relayée aux autorités françaises par le bureau Interpol de Londres qui nécessitait une vérification. L'AFP relaye à 23h30 la tenue d'une perquisition à Limay, au domicile de l'homme arrêté. À minuit, le procureur de la République de Nantes appelle à la prudence, signalant que la concordance du suspect et du tueur n'est pas faite. Cependant, de nombreux journaux, sur la base de l'article du Parisien et d'une dépêche AFP, envoyée à 21h et confirmant les faits sur la base de 5 sources distinctes, font leur une affirmant sans nuance qu'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès. Certaines rédactions retirant le conditionnel à quelques minutes de leur bouclage, et les chaînes d'information en continu diffusent des éditions spéciales toute la nuit et le lendemain matin. Interviewés tard dans la nuit et le lendemain matin, les voisins de l'homme arrêté déclarent aux enquêteurs et à la radio qu'il est impossible que l'homme arrêté soit Xavier Dupont de Ligonnès. Le lendemain, le 12 octobre 2019, les médias remettent l'information au conditionnel. Et finalement, les autorités annoncent à 12h55 que l'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Les empreintes ne correspondent que très partiellement. L'écart des yeux ne serait pas le même et l'homme arrêté est plus âgé. Les analyses ADN confirment définitivement l'erreur sur la personne. Il s'agit en réalité de Guy Joao, un retraité de chez Renault vivant à Limay, arrêté à l'aéroport de Glasgow alors qu'il rejoignait son épouse écossaise. Le Parisien reproche alors aux policiers écossais d'avoir confirmé à leurs homologues français une fausse information, en n'émettant aucun doute quant à l'identité de la personne arrêtée. La police écossaise toutefois rejette les allégations, voulant qu'elle aurait dit à ses homologues français que l'homme en détention était Dupont de Ligonnès. Police Scotland n'a jamais confirmé publiquement ou privément que l'homme en détention était Xavier Dupont de Ligonnès, puisque son identité n'avait pas été établie avec certitude, a-t-elle précisé dans un communiqué à l'AFP. Par ailleurs, dans son édition du 12 octobre, le quotidien The Guardian indique que la police écossaise n'avait pas donné de détails sur l'identité de l'homme qu'elle avait placé en détention, mais qu'une dépêche de Reuters précisait que des sources policières françaises avaient confirmé que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté. Cet épisode d'emballement médiatique met en évidence l'extrême dépendance des journalistes aux sources policières et leur aveuglement qui les fait devenir acteurs du spectacle qu'ils contribuent à créer. Le 12 mars 2024, une femme signale à la gendarmerie avoir vu un individu ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès. Ce signalement est corroboré par 2 autres personnes qui déclarent avoir reconnu un homme correspondant à la description du principal suspect du quintuple meurtre, et se faisant appeler Jean, tandis que 4 autres personnes interrogées affirment ne voir aucune ressemblance. Des prélèvements ADN sont néanmoins effectués par la police scientifique. Le 15 avril suivant, le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel, annonce finalement que le test ADN est négatif. Si dans un tout premier temps, Christine de Ligonnès émet un doute de principe sur l'authenticité de l'origine de la lettre du 11 avril 2011, tout en défendant l'innocence de son frère, à partir de mars 2012, elle affirme aux médias que Xavier et sa famille ont
été définitivement exfiltrés vers les États-Unis, car leur existence était menacée en France. Les corps retrouvés sous la terrasse pourraient ne pas être ceux d'Agnès et des enfants. Selon elle, les informations qui ont fuité dans les médias provenaient d'une sélection d'éléments à charge. En 2013, dans le blog qu'elle a créé avec son époux Bertram de Verdun, elle évoque un courriel assez étonnant que son frère a adressé à deux amis en juillet 2010, en leur demandant d'enregistrer pour pouvoir l'authentifier plus tard. Disposition à prendre en cas de problème me survenant, à l'attention d'Emmanuel T. et de Michel R., mes deux amis intimes. Au vu des difficultés économiques actuelles, je préfère prendre des dispositions claires en cas d'accident mortel ou non. En cas d'accident domestique comme un incendie provoquant la mort de toute la famille. Je souhaite enfin que, même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. Fait à Nantes le 11 juillet 2010 et expédié conjointement par mail à Emmanuel T. et à Michel R., qui pourront ainsi prouver l'authenticité de ce document. Xavier Dupont de Ligonnès. En mars 2024, Christine de Ligonnès publie un livre, Xavier, mon frère, présumé innocent, dans lequel elle défend ses convictions, à savoir qu'il n'y a pas eu d'assassinat, mais une mise en scène orchestrée par des services spécialisés, dans laquelle Xavier aurait consciemment endossé le rôle du suspect, dans le but de couvrir l'exfiltration de la famille. Un an plus tard, elle dit avoir eu accès en mai 2025 aux photos prises par les policiers lors des exhumations et des autopsies. Selon elle, les corps qui apparaissaient sur ces photos ne correspondent pas physiquement à sa belle-sœur et à ses neveux et nièces. Plusieurs journalistes remarquent des incohérences des théories de Christine de Ligonnès et précisent que celles-ci relèvent parfois davantage de la thèse du complot que d'une contre-enquête. Dans un entretien au Point en avril 2013, Stéphane Goldenstein, avocat de droit des parties civiles, Geneviève Dupont de Ligonnès, mère du principal suspect, Christine, sa sœur, et Bertram de Verdun, épouse de cette dernière, souligne les zones d'ombre de l'enquête et affirme que rien ne prouve la culpabilité du père de famille dans l'affaire. À la suite de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès et parallèlement aux éléments d'enquête policière relayés par les médias, les internautes français se regroupent sur des pages Facebook. Ils tentent de manière collaborative de découvrir et de remonter la moindre trace numérique laissée sur le web par Agnès et Xavier. Selon un communiqué de l'AFP repris par le quotidien Le Monde, des administrateurs d'un site catholique qualifié d'intégristes et d'épiscopat affirment que Xavier Dupont de Ligonnès participait à leur forum où il s'interrogeait en 2010 sur le sens du sacrifice, où il se serait montré agressif récemment. Parmi ses contributions, des discussions théologiques publiées sous plusieurs identités sur le forum chrétien, la Cité catholique. Il s'est finalement fait bannir du forum d'après le témoignage d'un proche. Il ne mettait jamais les pieds à l'église. Une étude publiée par Bertrand Blandre dans Mouvement religieux et ensuite mise en ligne sur internet affirme que s'il est le meurtrier, il n'a probablement pas agi pour des motifs religieux. En avril 2025, le youtubeur et influenceur Aquababe annonce lancer une enquête et mobilise sa communauté afin de le retrouver. Au bout d'une semaine après avoir lancé le canal privé Instagram, retrouvons XDDL, où il a attiré des centaines de milliers de personnes. Il publie une photographie d'un homme identifiable selon lui comme étant Xavier Dupont de Ligonnès, qui serait vivant et résiderait au Japon. Sa démarche fait polémique et est critiquée par Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes. Elle pose d'autant plus question qu'Aquababe est visée par des enquêtes judiciaires, notamment
commerciale trompeuse. Le 28, le procureur de la République de Nantes déclare qu'aucun élément factuel et vérifiable étayant ces rumeurs n'a été porté à la connaissance de la juridiction.